Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Multi-21. Je suis avec Pierre Michelet. Salut Pierre. Salut Clément, bonjour tout le monde. Et on se retrouve après ce long break automnal, ce que tu appelais le break automnal à juste titre, Pierre. Break dont on va reparler en fin d'émission, mais on voulait profiter de cette review des Grands Prix d'Azerbaïdjan et de Singapour pour faire un point sur les actualités, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ces 4-5 dernières semaines, on va dire, depuis le début de l'Azerbaïdjan et lors de ces 3 semaines de break. Et il y a des sujets dont on voulait parler, notamment, je pense qu'on peut commencer par ça, mais Newey chez Aston Martin, on l'avait évoqué puisque les rumeurs étaient grandissantes lorsqu'on avait fait la review des Pays-Bas et de l'Italie. Ça y est, c'est officiel. Quel impact il peut avoir pour toi à court et moyen terme, on va dire? Parce qu'à long terme, on se doute bien de son impact, mais à court et moyen terme, c'est-à-dire dans la fin de carrière d'Alonso, puisque c'est vraiment ce qui nous intéresse. Je pense, pour resituer les choses un petit peu dans le contexte, donc ça a été annoncé à l'aube du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Donc bon, si on remonte un petit peu, il y a de ça à peu près 3-4 semaines. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Newey était quand même courtisé par pas mal de monde, notamment Ferrari. Euh, Pour lui, c'est un nouveau défi sans être réellement un nouveau défi. C'est-à-dire, il est déjà passé chez les plus grands, bon, sauf Ferrari, mais bon, ça, on a bien compris que ça se ferait pas. Euh, Ça rentre, on va dire, dans la, on va dire dans la ligne de Lawrence Stroll, c'est-à-dire, il a repris une équipe, il l'a renommée, une nouvelle usine, un pilote expérimenté. Il a déjà fait son marché un petit peu à droite à gauche. Là, il arrive à recruter New West, ce qui est quand même pas rien. Donc, je pense que le tour de force est sans doute à la hauteur du bonhomme. Il va retrouver son ancien adjoint Dan Fallows. Donc, on sait que c'était le duo gagnant dans les grandes heures de Red Bull, même après. Donc, de la réglementation 2026, va bien falloir surveiller ce qui se passe du côté d'Aston. Sans compter qu'il y a le double changement, c'est-à-dire l'arrivée de Newey, mais en même temps, Aston qui délaisse Mercedes pour Honda. Or, Newey connaît très bien le moteur Honda. Donc, façonner un châssis où le moteur Honda pourra correctement s'intégrer dedans, je pense que c'est un atout pour Aston Martin. Et de toute façon, son travail sera entièrement focalisé sur 2026. C'est pour ça Mm. qu'il le débauche maintenant. Avec les contrats actuels, il ne peut pas Mm, bosser sur la voiture 2025. De toute façon, la voiture 2025 est déjà très avancée. Mais c'est son début effectif de travail tombe pile poil pour justement cette réglementation 2026. Et comme tu le dis, son approche déjà, de sa connaissance du moteur Honda va lui permettre de vraiment façonner toute la partie châssis arrière qu'on a vu très travailler chez Red Bull sur cette réglementation 2022-2025 autour d'un moteur qu'il connaît parfaitement en termes de dimension, en termes de refroidissement, en termes de tous ces aspects. Et oui, tu as raison, ça va être un élément très très important. Moi, la seule question que je me pose, c'est à quel point il va pouvoir mettre cette équipe en ordre de marche pour gagner en 2026 et 2027, parce que ça reste quand même du moyen terme, hein. C'est très proche. 2026, c'est quasiment demain. Fernando Alonso aura 45 ans. Comment faire pour Newey pour réussir à faire gagner tout de suite l'Espagnol? Ça, c'est la plus grosse question. Et je pense que malheureusement, on arrive peut-être à un moment où le début de l'efficience totale d'Adrian Newey chez Aston sera au moment où Alonso sera définitivement sur le déclin. Je te rejoins. C'est-à-dire, je pense que 2026 peut permettre peut-être de poser les bases pour un missile 2027. Euh, Tu l'as dit, Fin de saison Alonso, 2027, Alonso 46 ans. c'est ça. Moi, je pense que l'arrivée de Newey, en fait, il y a un double effet, si je puis me permettre. Je pense que
va falloir bien surveiller ce qui se passe chez Red Bull en, en 2025, parce que Oh, je te vois venir. oui, 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 parce que Newey, à mon avis, c'est pas anodin chez Aston Martin. On a un gars qui est actuellement triple champion du monde, qui peut potentiellement l'être une quatrième fois de suite. Mais si ça foire et si l'ambiance devient délétère et s'il perd ses soutiens, je pense qu'il serait par contre trouver refuge chez Aston pour retrouver l'ingénieur de génie qui est Newey, quitte à ce que Alonso soit sacrifié sur l'échiquier. Bah, au-delà de sacrifier Alonso ou de sacrifier Lance Stroll, de toute façon, je pense que si Alonso veut continuer, la question se posera sur Lance Stroll au bout d'un moment. Et si Alonso ne continue pas, il n'y aura pas de question, ça se fera naturellement. Et effectivement, je pense que le petit jeu auquel a joué Toto Wolff en essayant de draguer Verstappen, ça a pu ouvrir des portes, mais pas forcément pour lui. Et effectivement, je te vois venir là-dessus, mais j'ai le même sentiment que toi. Et tout comme on est d'accord sur le fait qu'effectivement, il est possible que l'efficience de Newey soit malheureusement un peu à rebours du moment qu'attend Alonso pour performer. Euh, mais bon, c'est pas le. Parmi cette valse qu'on a vue ces dernières semaines, je pense que c'était le point un peu hypant. On a vu des choses beaucoup plus tristes ces dernières semaines avec le départ de Renault, le départ de Ricardo. Peut-être commencer par Renault, s'exprimer un petit peu là-dessus. Je sais que on a beaucoup discuté avec Thomas, qui est très proche de ce milieu-là, il l'a déjà dit. Je te laisse donner ton sentiment sur la fin d'une aventure qui a duré quasiment 40 ans. En vrai, moi, j'ai pas de mots. C'est-à-dire, je vais le dire en toute transparence. Il y avait une pétition qui a tourné. Moi, cette pétition, je l'ai signée. J'habite pas très loin de Viry, donc enfin voilà, Oui, c'est un milieu que tu connais aussi, toi, effectivement, oui. voilà. Donc je suis jamais allé voir ce qu'il y a chez Renault F1, bien sûr, mais pour être passé 2 ans devant quasiment tous les jours, euh, il faut savoir il y a le bâtiment central et iconique que tout le monde connaît. Il y a à peu près 4-5 ans, Renault s'est quand même vachement agrandi. C'est-à-dire sur la même route, de l'autre côté, ils ont construit un deuxième bâtiment. Il faut savoir que sur tout ce qui est des labos, ça passe sous une autoroute. Euh, Au bas mot, voilà, je pense que le programme est fin. On est à peu près entre 300 et 500 personnes à la louche. C'est des familles, ça vient de différentes nationalités. Faut pas penser que c'est que français. Il y a quasiment toutes les nationalités. Euh, et c'est du gâchis. C'est-à-dire, l'argument, c'est une poignée de bonhommes qui décide de mettre un terme à 40 ans d'histoire, 40 ans d'ingénierie, 40 ans d'orfèvrerie, tout ça pour des histoires de gros sous. Et qui va en plus, moi je trouve, à l'encontre d'une logique sportive, lorsque tu vois que, on en parlait à l'instant, mais on voit Aston Martin qui prend son propre motoriste pour justement pouvoir se mettre au niveau des plus grands. On a vu Red Bull qui s'est séparé de Renault pour prendre un autre motoriste Honda, puis va aller chez Ford, mais toujours sur un motoriste qui est quasiment indépendant. Audi va arriver avec son propre moteur. En fait, parmi les écuries qui veulent jouer la gagne dans les premières années, il n'y a que McLaren qui est dans cette position très hybride dans laquelle ils ont quasiment toujours été, hormis peut-être le partenariat avec Mercedes dans les années 2000, mais ce côté écurie, on va dire à l'ancienne des années 70 avec un moteur client, et c'est les seuls à pouvoir être performants dans ce système-là. Alpine a besoin de fabriquer son propre moteur. On en parlait tout à l'heure sur l'aérodynamique de la voiture, mais il y a toute une partie de l'aérodynamique qui est basée sur ta configuration de ton bloc moteur, de tout ton ensemble, on va dire, de transmission, de la boîte de vitesse jusqu'à l'échappement. Et tout ce bloc-là, si tu le fais à l'extérieur, tu n'as pas la pleine main sur la conception et tu ne peux pas l'arranger pour tester les concepts aérodynamiques. Et je trouve ça extrêmement désolant,
même d'un point de vue sportif, au-delà de l'aspect humain dont tu as très bien parlé et qui est absolument honteux. On rappelle que l'État est actionnaire à 15% de Renault et n'a rien fait dans cette histoire-là. Alors que c'est des emplois qui sont sacrifiés, tu as raison. Mais il y a aussi ce côté sport qui, moi, m'hallucine d'être à rebours de ce que tout le monde fait actuellement. Il y a aussi deux petites choses. Le mensonge de Luca de Meo, c'est-à-dire lorsqu'il a dit oui, non, vous savez, la décision, elle n'est pas tout à fait prise. C'est des conneries. La décision, elle était tout à fait prise et voilà. Euh, il y a certes les résultats sportifs qui ne plaident pas en faveur de l'activité F1. Je tiens toutefois à signaler que on incrimine le moteur depuis 2 ans. Les différentes pannes, il n'y a pas de casse-moteur. Donc le moteur, le moteur certes manque un peu de puissance. Je pense que Renault F1 a peut-être pas très bien joué sur les jetons de développement, même s'il y a un gel moteur, là où les autres se sont engouffrés dans la brèche. D'accord, mais un moteur qui au départ était incriminé, je rappelle Fernando Alonso lors de sa dernière année chez Alpine, qui a été assez véhément vis-à-vis du moteur, qui soi-disant lui a fait perdre, je sais plus, on était à 40 ou 50 points. Il faudra reprendre les calculs. Oui, sans doute, mais sur ce côté-là, Renault avait, enfin Renault, Alpine, peu importe, ils avaient voulu innover sur le moteur. Donc ils avaient voulu faire quelque chose où ils l'avaient dit dès le départ. C'est au niveau du moteur, on teste quelque chose, ça risque de casser, mais on teste. Et mine de rien, avec la config qu'ils avaient trouvée, je vais pas dire ils étaient au niveau des top teams, mais le moteur Renault, il n'avait pas à rougir. Là, on sacrifie Renault F1 en France sans réellement. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'on va vraiment remettre en cause Enstone, alors que il y a de gros problèmes à Enstone. On est sur une usine vieillissante. La soufflerie, je n'en parle même pas. Si les économies faites au niveau moteur servent à moderniser Enstone, je pense que la pilule, elle passera un petit peu mieux, mais il va falloir se cracher dans les mains très rapidement. 2026, c'est demain. Outre le moteur Mercedes, il va falloir être capable de sortir un châssis compatible avec ce moteur. Ça, c'est la première chose. Euh, et là, il faudra pas aller dire c'est de la faute du moteur. Le moteur Mercedes, il tourne très bien. Il y a même quelques retours où apparemment le moteur 2026 de Mercedes serait un très bon moteur. On verra sur la piste. Mais voilà, et l'un des principaux responsables de ce gâchis technologique, parce que c'est une perte de savoir-faire technologique. Moi, sur le banc des accusés, je mets certes Luca De Meo, mais également Flavio Briatore. C'est-à-dire, je pense que l'arrivée de Briatore a un petit peu précipité, où on ne laisse absolument aucune chance à Renault F1 d'essayer de se défendre en disant, écoutez les gars, ok, bon, ouais, mais il y a le virage 2026, laissez-nous au moins une chance sur 2026 pour montrer ce qu'on est capable de faire. Oui, et puis surtout Je que... rappelle, Vas-y, vas-y. vas-y. Non, mais c'était pour continuer sur cette argumentation sur le moteur, mais la dernière fois qu'on a entendu une écurie se plaindre de son moteur, comme quoi tous les aspects calamiteux de la performance venaient du moteur et jamais du châssis, c'est McLaren avec Honda entre 2015 et 2018, C'est enfin ça. 2017, pardon. Et lorsqu'ils ont switché pour un autre moteur, c'est-à-dire le Renault, ils étaient tout aussi calamiteux. Et ce moteur Honda qui est arrivé chez Toro Rosso et chez Red Bull a fait chez Toro Rosso des podiums, chez Red Bull des victoires et Les qui a fini victoires. par faire un titre. Donc cette narration autour de c'est toujours de la faute du moteur, c'est jamais de la faute du châssis, tu l'as très bien dit. Combien de casse-moteur cette saison sur les abandons? Aucune. Donc effectivement, il est peu Pour l'instant, performant pour mais l'instant. Il est peu performant par rapport aux autres, mais lui intenter tous les maux qui sont sur Renault actuellement, c'est pour moi la pire stratégie à faire. Et vraiment, on est dans une vision court-termiste qui est très propre à Briatore, hein, du toujours gagner tout de suite et peu importe les conséquences. On rappelle que effectivement, il y a eu les titres de 2005 et 2006 et c'était extraordinaire. Mais les années d'après, ça a été catastrophique pour Renault F1 en tant qu'écurie. Et je suis pas sûr qu'on puisse parler et gagner des titres. C'est très très dur à réaliser.
c'est pas sûr qu'il puisse réaliser la même chose. Par contre, il aura réellement détruit un pan de l'histoire de la F1 et un pan de l'industrie française. Je rappelle quand même que là, on claque la porte, enfin, on ferme l'usine qui a quand même mis au point le moteur turbo, fin des années 70 et qui a été à son apogée dans les années 80, quand même sacrée avancée technologique. On ferme la porte sur les années glorieuses Williams-Renault, Benetton-Renault. On ferme la porte, tu l'as dit, sur les titres 2005-2006, où le moteur était quand même la référence du plateau. Sur les 4 On titres ferme avec la Red porte, Bull, on ferme la porte à la page Red Bull début 2010, avec notamment la trouvaille des échappements soufflés. Ça a été interdit l'année d'après, mais je rappelle que c'est une trouvaille de Viry-Châtillon, accessoirement. Euh, donc oui, alors oui, faut pas vivre que sur le passé. Euh, on parle pas d'une petite boîte là. hmm, non mais c'est une immense tristesse et c'est une décision qui aura énormément de conséquences et humaines évidemment et c'est le plus important aujourd'hui et sportive sur le long terme à n'en pas douter. Je, et je tiens au passage à remercier l'État français qui n'a absolument pas bougé le Oui. petit doigt. C'est ce que je disais tout à l'heure, on rappelle que l'État français est actionnaire à hauteur de C'est 15%, ça. euh, Et rien n'a été et fait. rien n'a été fait, absolument. Par contre, je salue, euh, et là il n'y a aucune ironie de ma part, les dernières déclarations de Fred Vasseur, qui lui par contre va aller faire son marché du coup au niveau de Viry-Châtillon pour recruter certains ingénieurs et renforcer du côté de Ferrari. Je vais pas dire c'est chauvin, c'est patriote, mais c'est intelligent. Voilà. Donc plutôt que ça parte en gâchis Hmm. et Et, enfin que et- et tout peut-être que tout peut-être parte en preuve aussi gâchis. que tout n'était pas acheté dans Ouais, l'organisation Renault F1 c'est à exactement Viry. ça. Ouais. Puisqu'on parlait de Renault, parlons de Daniel Ricciardo, Ouais. ancien pilote de Enstone, et Stone, ouais. qui a gagné avec un moteur Renault dans le dos, avec Red Bull. Ouais. Le départ de Daniel Ricciardo, alors ça a été une arlésienne qu'on a vu quasiment toute la saison, hein. Je pense que même on peut le dire depuis 2 ans parce que le début de saison 2023 il n'est pas là, il ne revient que parce que Nick De Vries est catastrophique. Et la question qu'on se posait, qu'on s'est souvent posé dans cette émission, que ce soit toi, Thomas ou moi, c'est à quel moment on allait stopper l'histoire de Daniel Ricciardo pour mettre des jeunes en F1. Je pense que tous les deux on a eu énormément d'affection pour ce pilote-là qui est un des peut-être des pilotes les plus marquants des années 2010, qui est un garçon qui a énormément de talent, mais est-ce que c'était pas le bon moment pour dire stop? La manière n'est pas belle, bien évidemment, mais bon, on est chez Red Bull, donc on est habitué. Mais est-ce qu'il fallait pas à un moment dire stop et préparer l'avenir plutôt que de rester avec un garçon qui aura 35 ans l'an prochain? Alors, par rapport à alors oui, la manière de Red Bull, elle est pas belle, mais en même temps, ils ont essayé de faire les choses bien. C'est-à-dire, à l'inverse de Mark Webber où bah il est parti, ça a été limite dans l'anonymat. Euh, je trouve que pour Ricardo, euh, sur Singapour, il reste, je crois, 3 tours, un truc comme ça. On demande à Ricardo de rentrer au centre parce que bon, bah, de toute façon, il joue pas les points, il joue rien. Donc bon, ils le font rentrer, ils lui mettent les softs et ils lui disent bon bah vas-y mon gars, éclate-toi. Bon, le message il est clair, hein, mais c'est vas-y, prouve une dernière fois ce que tu étais venu faire en F1. Alors ok, là, la, la Visa Cash, bon, c'est pas un foudre de guerre, mais bon, là, on est en fin de course, pneu neuf, pas d'essence. Il y avait moyen d'aller titiller le chrono, et il l'a fait. Alors bon, il y a les complotistes, je n'en tiens absolument pas rigueur. Il a quand même prouvé qu'il avait rien perdu de sa vitesse, ça c'est la première chose. Il a réussi à tenir entre guillemets par rapport à Tsunoda, même s'il prenait une pilule en qualif, euh, mais c'était grâce à l'expérience. Moi, je pense que ce qui a coûté très cher à Ricardo, c'est le passage sur ces nouvelles voitures à effet de sol. Je pense il ne les a jamais réellement compris, euh, et il a jamais réussi à adapter son pilotage.
chose que des Verstappen, des Hamilton, des Norris, etc., même des Leclerc ou d'autres, ont très bien su faire. Oui, oui, c'est parmi les, on va dire parmi les pilotes, je vais pas dire de pointe, mais parmi les gros noms les stars de la F1 qui ont fait la transition entre la réglementation 2017 et la réglementation 2022, c'est celui qui a le plus mal géré ces nouvelles F1. Et tu parlais tout à l'heure de ses performances face à Yuki Tsunoda. En qualif, il est quand même assez loin derrière. En bilan sur la saison, il y a même Lance Stroll et Nico Hülkenberg qui s'intercalent entre les deux. Donc Yuki Tsunoda arrive à battre une Aston Martin avec Lance Stroll au volant, certes, mais quand même. Là où Daniel Ricciardo n'y arrive pas, et derrière la Haas de Nico Hülkenberg en plus. Donc effectivement, ouais, cette dernière saison, je trouve elle a permis un petit peu de faire le deuil de la carte de Daniel Ricciardo pour tout le monde. On l'a vu en se disant, effectivement, c'est un mec qu'on a adoré, c'est un pilote qui nous a fait vibrer, mais on est sur la fin et il y aura plus de regrets à avoir Non, par rapport à non, non. quand il était parti fin 2022 où il y avait ce Il a, côté un peu il amer. a, Là, pour le coup, on en est sûr hmm. maintenant, c'est la bonne décision à prendre. Il faut arrêter là. Il a quand même fait des choses exceptionnelles, hein, Ricardo, hein. Pour moi, sa meilleure saison, ça reste 2014. Mais bah, du coup, il a un petit peu vécu aussi bien chez McLaren que même là chez Red Bull Visa Cash, bah, ce qu'il avait fait vivre à Vettel en 2014. Hmm. Sauf que lui, il l'a vécu 2 fois de suite. Ouais, et puis même au-delà de 2014, enfin, si, on peut citer aussi sa saison 2016 qui est très très bonne. Ouais, Le fait que, enfin, évidemment, la dernière victoire en Italie qui était un symbole un petit peu, mais effectivement, ces saisons 2014 et 2016 qui ont été le pic de la carrière de Ricardo, et surtout 2014 parce que tu arrives à battre à la régulière des Mercedes qui étaient intouchables sur la saison et tu ne le fais pas qu'une seule fois. Tu le fais 3 fois dans la saison. 3 reprises. Et c'était extrêmement fort. Et enfin, ça restera un pilote marquant de son époque. Et voilà. Il n'y a pas, y a pas grand chose à dire de plus, hein. Mais, Quand je- tu fais 8 mais victoires, moi, 32 podiums, troisième ouais. du Hmm. championnat du monde 2 années, bon, de toute façon, t'es parmi les grands. Alors, on en entendra parler, peut-être de façon moins médiatique que ce que peut être la F1, mais je pense que sa carrière de pilote international n'est pas terminée. En F1, oui. Maintenant, je serais pas étonné qu'on puisse le retrouver peut-être soit en endurance, soit en V8 Supercar, voire peut-être même en NASCAR, Voire en IndyCar. voire en Indy aussi. C'est effectivement, il y a quatre choix possibles. C'est comme tu le dis, je pense que sa carrière est loin d'être terminée. Et puis on aura plaisir de le suivre sur d'autres endroits. Et je pense qu'il nous régalera encore, peut-être avec des voitures qu'il comprendra mieux que cette réglementation F1 2022 qui a jamais été faite pour lui. Ça c'est clair. Dernière petite actualité, avant qu'on passe un petit peu au résumé des courses qu'on fera très vite fait quand même. Toyota qui arrive chez As à la surprise générale pour un partenariat technique. Pas de moteur prévu pour Toyota, ils l'ont encore répété dans les jours qui ont suivi l'annonce. Qu'est-ce qu'on pense de ce partenariat technique et qu'est-ce qu'il peut apporter à As sur les saisons à venir? C'est déjà une bonne nouvelle sur le plan financier pour As. Ça, c'est la première chose. Euh, je pense que ça permet à Toyota de se montrer. Voilà, ça donne un petit peu de visu. Euh, Ils ont accepté de prêter leur soufflerie pour As. Donc ça, c'est As qui bosse avec Dallara pour la partie châssis. C'est quand même pas plus mal. Il y aura peut-être de meilleures corrélations et ça permettra peut-être de faire un meilleur taf. Ça fait pas d'ombre à Ferrari. Ferrari continuera à fournir le moteur. Donc, je trouve que c'est malin. Ça va permettre à As de faire un peu comme les copains, mais d'être implanté en Europe. Et on a vu que bah, ils n'ont pas trop de choix. Enfin, sur tous les autres trucs qu'on avait vus, c'est il faut que ta base châssis soit en Europe. Si elle n'est pas en Europe, ça demeure très, 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 très compliqué. Euh, donc, bah, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Après, faut voir dans les années à venir ce que ça fait. Mais ça prouve aussi que As est attrayant. Euh, Moi maintenant, ce que j'attends, c'est pas trop sur le plan F1, parce que bon, As, on verra dans les années à venir ce que ça donne. Il y a peu de chances que niveau sponsoring, ça finisse comme Rich Energy, du moins je leur souhaite. Euh, Maintenant, ça peut être bien d'avoir une livrée un petit peu Toyota Gazoo, machin, tout ça, à voir. Euh, mais ce qu'il va bien falloir, c'est pas se louper sur 2026. Le virage va être va être très important. Moi, maintenant, ce que j'attends de voir, c'est sur le côté NASCAR, c'est-à-dire, on se souvient qu'il y a la fermeture de la Stewart Haas. Haas reprend deux charters. Est-ce que du coup, ça va pas en profiter pour délaisser Ford et prendre des Toyotas? Oui, ça peut être un partenariat, oui, effectivement, qui a plus d'intérêt peut-être en dehors de la F1 dans un premier temps qu'en F1. La À mon la avis, il y a partie F1 arrivera sans doute, tu l'as dit, avec cette réglementation 2026 et cette soufflerie qui va être cruciale, surtout dans le cas de Haas, qui était, je pense qu'on est d'accord pour le dire, l'écurie qui nous faisait le plus peur pour 2026 quand on voyait l'armement général des autres. Enfin, le plus peur avec une écurie franco-britannique dont on a parlé il y a 2 minutes. Là, aujourd'hui, ça nous rassure un peu plus de voir, effectivement, on va encore être sur un châssis sous-traité à Dallara, mais avec une compétence bien plus importante pour venir le concevoir. Bon, après, je rappelle que la soufflerie Toyota, c'est pas non plus la plus moderne. Même, alors, après, je me gourre, hein, peut-être que ça a été bien modernisé ces dernières années. Ferrari l'a utilisé pendant plusieurs années en attendant que la leur soit opérationnelle. Donc, bon, avec les résultats qu'on connaît, mais pourquoi pas? Oui, oui, oui. Enfin, c'est surtout quand on se rappelle leur épopée en F1, c'est pas la performance n'est pas le souvenir qui nous revient en premier, mais ça a toujours été Hmm. signalé comme étant une très bonne soufflerie, assez précise pour développer des voitures. Et ça ne peut être qu'un plus pour nos amis de chez Haas, qui donc du coup, après les États-Unis, l'Italie et l'Angleterre, vont donc avoir un pied en Allemagne, puisque la soufflerie est à Cologne, il me semble. Tout Soufflerie à fait. Toyota. Donc voilà, encore plus international chez nos amis Haas. Euh, Ça sera à surveiller de près. Je pense qu'on a fait le tour des actualités. On peut parler un petit Je peu pense aussi. de ces 2 dernières courses, mais d'abord on voulait évoquer un sujet. C'est ce break automnal, comme tu l'as appelé très justement tout à l'heure, En off. en off. C'est 4 semaines qui nous reposent un petit peu, mais qui surtout peuvent avoir leur importance, que tu disais, pour le rush final du championnat, puisque là on était vraiment dans une vague de courses où McLaren avait clairement l'avantage de performance. Avec ce repos, on peut avoir un rebasculement de la saison dans un sens ou dans un autre, comme on l'a eu après le break estival. Bah, je pense que il y a notamment Ferrari qui a montré de très belles choses en Azerbaïdjan. Bon, ça s'est un peu moins vu à Singapour parce qu'il partait un petit peu plus loin. Même si je pense qu'il y avait peut-être moyen de faire, de faire mieux. Mercedes, bon, bah, ça reste la grosse inconnue. Bon, pour moi, ils vont rester derrière, mais bon, sait-on jamais. Red Bull, apparemment, à Singapour, ils ont commencé à comprendre certains trucs et on rappelle qu'il y a le dernier package, normalement, d'Evo qui arrive à Austin. Pour McLaren, bon, bah, je pense que ça devrait continuer. Il n'y a pas il y a pas de raison. J'ai pas souvenir s'il y a des améliorations qui sont amenées. Je suppose que oui, peut-être mineures par rapport à Red Bull, mais il y aura quand même des choses amenées. Pour moi, c'est à double tranchant. C'est soit les Evo Red Bull permettent de remettre la machine Red Bull en marche, et bon, bah dans ces cas-là, ça entérinera le championnat. Soit ben Singapour, c'était un peu un coup de bol. Et ben en fait, c'est la base qui est pas bonne et qui reçoit pas bien les Evo. Et dans ces cas-là, bah, ça peut continuer de servir les intérêts de McLaren, notamment de Norris. Oui. Et surtout qu'on va être dans un double rush, dans un double triple header avec
encore une pause entre les deux qui va être de 2 semaines, il me semble. Mais tout de même, on va vraiment enchaîner les courses. Et comme tu le dis, si le momentum bascule d'un côté ou de l'autre, pour revenir, ce sera beaucoup plus compliqué que sur ces dernières semaines, parce qu'on n'aura pas vraiment de temps de pause nous permettant de à la fois faire du développement et en même temps d'analyser les performances du week-end, tout en étant dans une partie de la saison où les ressources vont vraiment mises sur l'année suivante. Donc c'est un moment charnière ce break. On s'en rend pas forcément compte parce qu'il n'y a pas de F1, mais c'est un moment très très important de la saison. Je dirais quand même avantage McLaren. Nous sommes d'accord. Mais pour 2 raisons. On se souvient que Verstappen a déjà pris une pénalité moteur. Il l'a pris à Spa. Spa, ça commence à remonter. Moi, je pense que d'ici la fin de saison, il y a sans doute une deuxième pénalité qui risque de tomber. Et je pense qu'il la fera tomber lors du premier triple header. Moi, je verrais peut-être du côté d'Interlagos ou un truc comme ça, parce que c'est plus simple de remonter. Mais tu prends un risque. Je veux dire, quand tu fais ça, voilà. C'est à double tranchant. Je rappelle aussi qu'en Azerbaïdjan, on a un Sergio Pérez qui s'est accroché avec Sainz à 2 tours de la fin. Que ça a coûté de l'argent à Red Bull, même s'ils ont réussi à remonter la voiture, mais ça a coûté de l'argent. Donc peut-être que sur les développements qui étaient prévus initialement, il a peut-être fallu faire quelques concessions, parce qu'il y a eu des pièces à refabriquer. Donc tout ça mis bout à bout me font dire que McLaren peut garder un avantage. Par contre, il va falloir optimiser la qualif, mais à donf. C'est-à-dire Piastri, il faut vraiment qu'il soit collé à Norris et que ça soit quasiment du doublé du doublé. Oui. Quoi. Après, on verra Austin. Austin a été resurfacé. Toutes les bosses ont été enlevées. Donc, on arrive un peu. Il y a un nouvel asphalte aussi, je crois. Donc, on arrive vraiment dans l'inconnu. Austin, c'est vraiment l'inconnu. Mexique, après Austin, on va au Mexique. Le Mexique, ça peut être un petit peu plus nivelé parce qu'il y a moins d'appui aéro, etc. Donc peut-être que le moteur Honda peut peut-être aller concurrencer la McLaren. Interlagos, on vient d'en parler. Après, sur les 3 derniers, ça va être notamment alors, il y a notamment Las Vegas d'un côté et le Qatar. Ça va être, à mon avis, le jour et la nuit. C'est-à-dire, Vegas, ça va faire comme l'année dernière, avec des températures très fraîches. Le Qatar, à l'inverse, on va être sur de très très fortes températures. Ça va mettre les machines à rude épreuve. Même si le Qatar, le fait qu'on soit un mois et demi plus tard dans la saison au Qatar va vraiment changer la donne aussi. On sera moins en danger là-dessus en termes de température. Mais bon, si on devait s'engager sur un petit prono, je pense que McLaren reste devant. Red Bull sera pas loin derrière, mais maintenant, est-ce qu'ils sauront prendre l'avantage à voir. Ils ont un pilote vraiment très performant. Pérez, pour moi, c'est du yo-yo, quoi. Même s'il était très bon en Azerbaïdjan, que la voiture apparemment lui convenait beaucoup mieux. Ça a été qu'une illusion, parce que après à Singapour on l'a plus revu. Donc je sais pas. Je pense que Ferrari est capable de se rapprocher encore un tout petit peu de Red Bull. Mercedes pour moi restera quatrième force. Ouais, j'attends de voir cette première course pour juger du niveau de Mercedes, mais je les mets clairement en dessous par rapport à ça, et ça sera très intéressant de voir la dynamique de Ferrari. Mais je te rejoins, le triple-header va être déterminant. C'est-à-dire si McLaren garde l'avantage. Surtout avec cet aspect moteur de Max Verstappen que tu fais bien de rappeler, mais on est dans un moment déterminant de la saison. Et d'ailleurs, si Piastri demeure régulier et pas loin de Norris, que Norris ne fait pas de bourde,
Ouais, ça d'ailleurs, peut jouer. tu fais bien parce ça nous permet de faire la transition sur le résumé des deux courses qu'on va faire dans les grandes lignes. Mais là, on a deux courses où on est d'accord pour dire que Max Verstappen s'en est très bien sorti parce qu'il pouvait perdre beaucoup plus de points. Il n'a perdu que 10 points sur Lando Norris sur ces deux courses. Ah Il ben a vraiment optimisé ses week-ends, il a absolument. optimisé, hein. Et là se pose la question, surtout à Singapour, lorsqu'on a vu cette deuxième place échapper à Oscar Piastri. Désormais, c'est assez simple l'équation. Hein. Il y a 52 points de différence entre Max Verstappen et notre ami Lando Norris. Si Lando Norris gagne les 6 prochaines courses et que son coéquipier est au moins 4 fois P2, il est champion du monde. Mm. C'est aussi simple que ça. Si, Il y a aussi c'est l'inconnu ça. Ferrari. C'est-à-dire, est-ce que Ferrari peut aussi faire le jeu de Mais d'un McLaren? autre côté, Ferrari peut aussi faire le jeu de Red Bull en se mettant à la hauteur de Piastri, et ce qui permet à Verstappen Ouais. d'être devant. Et c'est ce qu'on a vu à Singapour là, c'est des points encore une fois perdus bêtement par McLaren dans la lutte pour le titre, avec un Max Verstappen qui arrive à rester à 7 points. Alors bon, ça aurait pu être à 8 sans le meilleur tour bien évidemment, dont on a parlé tout à l'heure lorsqu'on a parlé de Ricardo, mais voilà, c'est l'équation la plus importante. Et je pense que si Max Verstappen arrive à gérer sa fin de saison comme il a géré ces deux courses-là, c'est-à-dire en limitant la casse, et comme en fait il le fait depuis Miami, hein, parce que les courses qu'il a gagnées depuis Miami, il n'était pas forcément dominant, mais que ce soit en Espagne, que ce soit à Imola, à chaque fois ça a été des moments où il a profité d'une hésitation des autres pour s'emparer dans ces deux courses-là de la victoire, et dans d'autres courses d'un podium, d'une cinquième place, de profiter des erreurs en course des différents pilotes pour vraiment grappiller le maximum de points. Et ouais, moi, le pilote sur lequel je vais mettre le focus sur les prochains Grands Prix, c'est Oscar Piastri, parce qu'il détient vraiment les clés. On disait avant du championnat pilote et du championnat constructeur. Le championnat constructeur, beaucoup moins maintenant, puisque McLaren est définitivement passé devant, je pense. Mais le championnat pilote, effectivement, ça va énormément jouer. Alors, il va être arbitre sur le championnat pilote, oui, mais Ferrari va être en plus arbitre de luxe sur le championnat pilote. C'est-à-dire, en fonction des perfs de Leclerc ou de Sainz, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et moi, je les attends sur certains circuits. Je pense que sur certains circuits, ils seront en mesure de jouer la victoire, et ça peut potentiellement changer la donne. Oui, et si Ferrari gagne des courses, d'ailleurs, je pense que ça fera pencher la balance plus du côté de Verstappen que de Lando Norris, parce que ça va encore plus éparpiller les points. Et on sait que la différence entre une première et une deuxième place, c'est pas du tout la même chose qu'entre une deuxième et une troisième place. On gagne beaucoup moins de points. Et Lando Norris peut s'y retrouver perdant à avoir une écurie Ferrari trop performante. J'avais une question à te poser. Vas-y, dis-moi. T'en penses quoi du barème actuel de la F1? Parce que ça a été aussi un petit peu au cœur des dernières actus. Est-ce que tu penses qu'il est juste, ou est-ce qu'il faudrait plus le valoriser? Bah, moi, j'ai tendance à le trouver plutôt juste dans l'état actuel des choses. Le fait qu'il y ait très peu d'abandon déjà justifie le fait de donner des points jusqu'à la 10e place. Et la victoire est quand même assez valorisée parce on a quand même 7 points de différence entre la première et la deuxième place, alors qu'on en a que 3 entre deuxième et troisième, et troisième et quatrième. Donc là-dessus, je trouve qu'il y a vraiment une diff, et je vois pas trop de soucis à ça dans le barème actuel. Et peut-être, alors certains voudraient un peu rehausser la deuxième place, arriver à 19 points et faire plus un marqueur avec la troisième place. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve il est assez bon. On l'a vu sur ces dernières saisons. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, pourquoi pas rehausser la deuxième place? Parce que ça me semblerait pas déconnant que ça fasse, par exemple, 25, peut-être 19 ou 20. Et ouais, qu'on reste à 15, ou peut-être qu'on monte à 16 éventuellement pour la troisième place. Je pense qu'il y a un point pour le meilleur tour. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir peut-être un point supplémentaire pour le nombre de tours menés en tête? Ah, façon IndyCar, je sais pas. Là-dessus,
Euh, Oui, t'ajouterais une domination à la domination, je sais pas. C'est une question qui est. Je suis pas personnellement pour, mais je peux comprendre l'envie là-dessus. Ok. Bon, Mais je suis pas pour. Moi, je te dis là-dessus, moi, c'est mon avis personnel, je suis pas vraiment hmm. pour ce genre de. Mais je l'entends. Et puis bon, bah, dernière petite chose, avec Verstappen qui a créé une mini polémique. Bon, ça a été amplifié plus, mais c'était pas grand-chose hein, au niveau média. Je pense que la réaction de Ben Sulayem n'était pas forcément la bonne. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui a suivi. Euh, la réaction, par contre, de Verstappen sur la conférence de presse après était très intelligente. Euh, et enfin, voilà, il me sort un peu par les yeux, mais là, pour le coup, il m'a vraiment fait rigoler et tout le monde rigolait en fait dans la salle de presse. Et bah, je trouve ça très très malin, quoi. Oui, et effectivement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'ami Ben Sulayem avait sans doute d'autres choses à traiter que cette question de la vulgarité des propos de pilotes qui sont dans un état de nervosité permanent sur les circuits. Voilà, il y a notamment l'état de certains championnats FIA à peut-être gérer pour Ben Sulayem avant, ou la guerre entre l'arrivée d'Andretti et les autres écuries d'F1 plutôt que de gérer une histoire de radio. Enfin, c'est du cosmétique et je trouve que sa polémique était un peu vaine là-dessus. Oui, non, mais c'est juste, Mais enfin, la réponse pour de moi, c'est Verstappen, juste mon effectivement, très 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 bonne réponse de sa part. Oui. ça a juste, enfin, je pense que Ben Sulayem a juste voulu entre guillemets asseoir son autorité, autorité qui est quand même fortement discutée et où il remporte pas non plus tous les suffrages. Hmm. Donc Euh, à suivre, à voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. pour terminer sur ces deux courses-là, on a vu quand même quelques pilotes s'illustrer sur des circuits urbains qu'on n'attendait pas forcément, notamment un excellent Nico Hülkenberg à Singapour, qui a fait taire les quelques sceptiques sur son âge, parce que c'est quand même le troisième plus vieux pilote du paddock, hein, on le rappelle, et il est là pour rester dans le projet Audi. Là, on a vu un Nico Hülkenberg très incisif, pardon, j'allais dire très décisif, mais très incisif, et qui a rappelé à tout le monde qu'effectivement, en Azerbaïdjan, le petit Birman avait fait plus que le combattre. Mais là, moi je trouve qu'on a eu un très bon Nico Hülkenberg sur cette course. Bah, déjà, il se qualifie sixième, donc c'est quand même déjà une sacrée perf. Euh, il a géré sa course. Et moi, je trouve que même sur l'ensemble de la saison, il est très bon. Donc, ça prouve que As avance dans la bonne direction, mais ça prouve peut-être que sur les retours techniques qu'il est capable de faire, ils sont peut-être déjà meilleurs que Magnussen, peut-être. Je sais pas, je suis pas dans le garage. Mais qu'en tout cas, ça fonctionne. Oui, oui. Et Et il a pas à rougir. C'est-à-dire, oui, tu peux être vétéran, comme un Hamilton, un Hülkenberg, un grand vétéran comme Alonso, mais ça t'empêche pas de performer quand il le faut. hmm, effectivement, ouais. Je pense qu'on a fait le tour sur ces sujets d'actualité et sur le traitement dans les grandes lignes des deux grands Mm. prix, hein. De toute façon, c'est ce qui nous intéresse désormais et ce qui va être le traitement principal, c'est la course au titre, hein. Et c'est une très bonne chose que à ce moment de la saison, nous soyons encore à parler de course au titre et non pas de quelle écurie va terminer quatrième ou cinquième comme on a eu à le faire notamment l'année dernière. Donc effectivement, ça prend la majeure partie des sujets, mais c'est normal, c'est le plus excitant et c'est ce qui est en cours. Tout à fait. Mon cher Pierre, je te remercie pour cette émission, notamment pour toute la partie sur Viry-Châtillon, qui était un moment triste mais dont on voulait parler. Et puis on se dit à très bientôt, puisque là on va avoir des triple headers, donc on va avoir plein de reviews qui vont arriver dans les prochaines semaines. Merci à vous de nous suivre, n'hésitez pas toujours l'abonnement, la cloche, comme le rappelle Pierre à chaque fois.
Et on se retrouve très bientôt sur Multi 21. Salut! À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.